plaisir et l'honneur de dire quelques mots d'introduction pour ces assises de la parité qui se tiennent à Lyon. Je suis Alain Denisot, je suis président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et vous êtes au siège de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui présente un double avantage d'avoir ce bel endroit, mais aussi d'offrir une des plus belles vues sur Lyon. Donc voilà, y compris en y étant presque tous les jours, j'en profite largement. Donc je sais qu'il y a un effet de découverte et j'espère que vous avez pu en bénéficier. Je suis très heureux de vous accueillir. Donc, nous sommes partenaires, parce que l'événement se passe à Lyon, de ces assises de la parité 2023. Je ne vais pas vous citer beaucoup de chiffres sur le fait que nous sommes, Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une entreprise convaincue par la parité. Mais j'en citerai quand même quelques-unes parce que, bien sûr, il ne faut pas parler de la parité, mais il faut la faire. En tant que dirigeant, moi, j'ai eu l'avantage de toujours travailler dans des équipes, y compris quand j'étais jeune collaborateur, puis moins jeune collaborateur, puis manager, puis dirigeant, dans des équipes qui rassemblaient des femmes et des hommes, et aussi parfois des équipes qui n'avaient que des hommes. Et j'ai pu, voilà, sans que ce soit des propos de circonstance, qualifier la différence. Voilà. La différence, c'est la richesse de vision, c'est les apports, c'est la posture, c'est la capacité à dire des choses, c'est la capacité aussi à pas s'enliser parfois dans des débats pas toujours fertiles. Et donc, cette création de richesse, de valeur qui incarne finalement notre société, hein, qui est composée de jeunes et de moins jeunes, de femmes et d'hommes, et que bien évidemment, nous devons transposer dans l'entreprise. Donc, cette conviction de la parité, pour moi, elle va de soi, parce que je l'ai vécue, que je la vis comme président directeur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et que nous la faisons avec des recrutements, des nominations qui ne sont pas liés au genre, sont dans le wokisme, mais qui sont liés aux qualités et aux compétences des personnes qui sont promues soit dans l'entreprise, soit qui nous rejoignent. Mais il faut aussi dire que parfois, le rôle d'un dirigeant, qu'il soit femme ou homme, c'est de lever des freins. Et je dois avouer que dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de lever des freins. Alors, je vais citer une anecdote un peu symbolique, un peu raccourcie. Quand j'ai nommé un homme, la question, c'était quelle promotion salariale et quelle voiture. Voilà. Je résume un peu, mais quand même. Et peut-être que moi-même, je demande la même chose. Et quand j'ai eu le plaisir de promouvoir des femmes, et je pense voilà, autant, enfin, au moins quasiment, la question, c'est est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Voilà. Et à ce moment-là, je pense que nous avons toutes et tous, mais peut-être encore plus nous, parce que, enfin, nous, du sexe masculin, on ne sait plus dire si c'est sexe, si c'est genre, si c'est féminin, masculin, tout ça, on est un peu dans le flou en ce moment. Voilà, nous avons ce rôle de dire oui, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Pourquoi pas? Alors après, on peut entendre des choses, mais je pense que c'est aussi notre job d'entendre les choses et puis d'aider à lever les freins. Et ça fait partie, je pense, du travail que nous avons à faire ensemble. Alors, je vous ai dit que je ne donnerai pas beaucoup de chiffres sur la Caisse Rhône-Alpes, mais la parité, il faut en parler, mais il faut la faire, bien évidemment. Nous sommes 6 dans l'équipe dirigeante. Il y a 2 femmes. Bon, c'est un début, c'est bien. Nous avons un grand réseau à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est 280 agences particulières. Nous avons d'autres choses, et j'en citerai également. Et ce réseau de 280 agences s'est réparti en 3 territoires. On appelle ça des régions, des réseaux. Nos 3 patrons de région sont des patronnes de région. Donc, nous avons 3 femmes, patronnes du réseau commercial retail. Et puis, nous avons aussi le plaisir, mais elle sera tout à l'heure à table ronde, d'avoir comme dirigeante de tout ce qui est entreprise, corporate, centre d'affaires, agence innovation, agence montagne, les amis Yannick, et voilà, un des potentiels de la Serra. Moi, je crois beaucoup à une double évolution générationnelle, celle des hommes qui pensaient comme avant, et c'était peut-être un peu plus majoritaire que ceux qui pensent comme maintenant. Et puis aussi des femmes hein, de cette génération, des trentenaires, cadras, qui poussent parce qu'elles ont fait leurs études avec des hommes, parce que dans leur vie de couple, les choses sont un peu plus équilibrées, même si je sais que les choses sont jamais totalement équilibrées dans nos sociétés un peu latines. Mon fils s'est marié avec une Norvégienne il y a 1 mois et demi. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus équilibré. Et je pense que tout ceci va dans le bon sens. Après, il ne faut rien lâcher. Voilà.
Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite de très belles assises. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes. L'idée, vous le savez, c'est une nouvelle édition des Assises de la parité. C'est devenu un rendez-vous un petit peu incontournable sur cette thématique qui demeure très prégnante. Alors, on aura l'occasion aujourd'hui de débattre autour de cette notion de parité et puis d'apparier d'autres notions comme celle de performance. On verra si on peut corréler parité et performance. Ça sera tout l'objet de la table ronde qui terminera un petit peu ce premier temps d'échange ici à Lyon. Auparavant, nous aurons la présentation par un étudiant de l'ESCA, donc d'une étude portant sur la parité, puis avec comme baseline, on va dire un petit peu les rôles modèles, ceux qui constitue une source d'inspiration justement pour orienter les futures carrières. Donc, cette étude sera présentée, puis dans ce prolongement, on aura une prise de parole de Vanessa Girardet, donc la nouvelle présidente depuis 1 mois et demi d'IWF Aura. Donc, il va continuer à alimenter ses réflexions et ses divers exposés. Mais on va commencer peut-être avec une keynote et avec donc 2 invités majeurs, donc Grégory Doucet, le maire de Lyon, et Valérie Lorenz-Poinzeau, la coprésidente du club ETI, également directrice générale de Boiron. Donc, on va tourner un petit peu autour de cette notion de parité. Alors, je sais que les tournois lyonnais sont terminés, mais bon, vous allez faire des échanges entre vous. Donc, je vais vous laisser la place. On va évoquer un petit peu tout ça, ce thème, à l'aune des différentes lois. Hein. On parlait de la loi Rixin, mais pas seulement, toutes les lois sur les quotas, sur toutes ces évolutions normatives, législatives, réglementaires. L'index également d'égalité professionnelle qui occupe beaucoup les entreprises, et notamment leur marque et leur niveau. Bon, vous allez nous exposer un petit peu tous les deux ce qui est mis en place, quelles sont vos actions, quels sont les leviers que vous actionnez, quels sont les projets, les initiatives que vous engendrez, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels résultats vous obtenez, ou ceux qui sont espérés. Donc, écoutez, le champ est large. Je pense que la scène est à vous. Merci de les accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre belle présence. Et puis, on est en direct, je crois, de Bercy. Donc, on est très heureux d'être là, de participer à ce live. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup d'émotion que j'y participe, puisqu'il faut que vous sachiez qu'il y a 5 ans, dans cette même salle, à peu près jour pour jour, nous lancions avec 5 femmes, certaines sont dans la salle, 5 femmes du bureau IWF, nous lancions le chapitre lyonnais d'IWF. Donc, nous étions à l'époque 5. Aujourd'hui, nous sommes 50 femmes d'influence, enfin on essaye en tout cas, de faire bouger les lignes dans la région. Donc, œuvrer pour la parité dans la région nous tient particulièrement à cœur. Pour nous, c'est un profond engagement, c'est un challenge aussi, voire parfois un combat, faire bouger les lignes. Alors, on est assez exemplaire, c'est pourquoi on est très contente d'avoir une keynote paritaire avec le maire de Lyon. Merci, Monsieur Doucet, d'être là. Et puis, je sais et je crois savoir que c'est un sujet aussi qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'avoir cette partage. Voilà, ça marche. Effectivement, quelques expériences, quelques initiatives qu'on a pu prendre. Quand il m'a été proposé de prendre la parole ici, j'avais envie, je ne sais pas si c'est de manière inattendue, mais en tout cas, de vous parler d'un exemple, d'abord qui me tient énormément à cœur, bien sûr, mais surtout qui n'est peut-être pas forcément visible quand on parle de parité et d'égalité entre les femmes et les hommes. L'exemple que j'avais envie de vous détailler en ce début d'après-midi, c'est celui de la dépense d'argent public. En effet, nous avons mis en place depuis le début de cette mandature ce qu'on appelle une budgétisation sensible au genre. Voilà.
Alors rassurez-vous, voilà, moi j'utilise le terme de genre, comme ça les choses sont simples. Une budgétisation sensible au genre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un regard qu'on porte sur la façon d'engager l'argent public pour savoir si cet argent, finalement, il va bénéficier ou pas eh bien, à un genre en particulier. Alors, ça peut paraître comme ça de prime abord assez étonnant de se poser la question, mais en fait, si je vous prends un exemple concret pour illustrer la raison qui nous a conduit à engager cette initiative, quand vous décidez, par exemple, de construire un city-stade, vous savez, les petits stades multisports, souvent plutôt orientés vers le football, dans un quartier populaire, eh ben, vous revenez quelques années après et qui voyez-vous dans ce city-stade? Des jeunes garçons, des jeunes hommes. Les femmes, les filles sont en général inexistantes, voire sur le bord du terrain. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'une dépense d'argent public, un city-stade, ça coûte pas mal d'argent, finalement, aura été à destination, in fine, plutôt, eh bien, des hommes ou des garçons. Donc, quand on dépense de l'argent public, oui, on doit se poser la question à qui ça bénéficie. Et donc, le dispositif de budgétisation de sensible au genre, il est très simple. En fait, on a utilisé des méthodes qui sont connues, hein. Même si la ville de Lyon est la première collectivité territoriale en France à utiliser ce dispositif, le gouvernement australien le met en place depuis 1984. Vous voyez, donc c'est dire si on n'est pas très en avance quand même. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'on a utilisé une technique assez simple, c'est qu'on a divisé en fait les dépenses en 3 catégories. Il y a des dépenses qui sont absolument neutres sur la question de l'égalité femmes-hommes. Oui, par exemple, quand je paye pour l'électricité ou l'eau, les fluides, on va dire de manière générale, bon, les fluides, a priori, n'ont pas de genre. En tout cas, on n'a pas réussi à trouver une clé de répartition qui pouvait les genrer. Bon. Donc tout ça, c'est neutre, c'est clair. Vous avez ensuite des dépenses qui sont clairement en faveur de l'égalité femmes-hommes, de la promotion même des droits des femmes. Quand moi je dépense de l'argent public, par exemple, pour la journée du 8 mars, là, c'est clair que ça va favoriser l'égalité femmes-hommes. En tout cas, c'est l'intention. Se pose la question effectivement des résultats, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, bien évidemment. Et puis, il y a le reste des dépenses, c'est la troisième catégorie qu'on va considérer comme genrable. C'est-à-dire, il va falloir se poser la question de quand l'argent public est mis sur cette ligne-là, qu'est-ce qu'il va produire? Est-ce qu'il va produire plutôt un effet au bénéfice du genre masculin ou du genre féminin? Voilà. Et de cette façon, eh bien, on va chercher avec cette grille de lecture qui est cette budgétisation sensible au genre, on va chercher à faire en sorte, bien évidemment, que toutes les dépenses, eh bien, elles puissent être favorables à l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Donc, quand on va, par exemple, sur une dépense genrable, qui peut être, je prenais l'exemple d'un équipement sportif, ben, quand on va investir dans un équipement sportif, une nouvelle piscine, comment fait-on derrière pour établir une piscine qui puisse être autant au bénéfice aux femmes qu'aux hommes? Je n'ai pas forcément la réponse à vous partager immédiatement. C'est dans la conception de l'équipement qu'on va aussi réfléchir à ça. Mais de ce fait, sur les dépenses qui sont genrables, on va systématiquement se poser la question, comment faisons-nous en sorte pour que cette dépense, cet argent public bénéficie à toutes et à tous? Merci. Alors c'est vrai que vous venez de donner un exemple qui me fait dire que vous mettez un cadre. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de cadre, ben voilà, on ne peut pas travailler dans ce cadre. Donc les lois nous aident, sont aussi des cadres. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup de la loi Copé-Zimmermann, de la loi Rixin. Le présentateur nous parlait de l'index égalité professionnelle. Pour moi, ce sont des bonnes choses parce que sans quota, ben, on n'a pas de résultat. Hein, c'est le slogan que j'utilise très souvent. Si on revient sur celui de l'égalité, de l'index égalité professionnelle, moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que cet index, il vise à dire à travail égal, vous aurez un salaire égal. Donc ça, c'est une bonne chose aussi, et c'est bien qu'il y ait cet index-là et que les entreprises soient tenues de le suivre. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on n'a pas toujours accès au travail égal. Et force est de le constater dans certains chiffres que je vais vous communiquer.
Aujourd'hui, en France, on n'a que 12% de femmes qui sont directrices générales dans des entreprises du SBF 120. On en a aussi 12% qui sont directrices générales dans des grosses PME ou dans des entreprises de taille intermédiaire. Et on a 6%, alors le chiffre est encore plus faible, 6% de directrices dans des entreprises de plus de 250 personnes. Pour finir, on a 35%, alors là c'est un peu mieux, de femmes qui démarrent des startups. Vous voyez, donc il y a encore beaucoup à faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Les lois, c'est bien. Maintenant, la mise en œuvre, c'est mieux. Mais maintenant, moi, je suis une femme pragmatique. Je me dis, mais comment ça se fait que c'est pas aussi rapide? C'est pas aussi rapide parce que, au-delà des lois, au-delà des paroles, il faut avoir des actes du quotidien pour faire bouger les lignes. Par exemple, vous dire que aussi dans mon quotidien et avec IWF, c'est ce qu'on fait, on dit on tient l'échelle. On tient l'échelle aux femmes et on leur dit ben, montez. Ben, c'est bien qu'elles puissent monter. Il faut avoir un vivier de femmes qui aient les capacités d'avoir des postes dans les COMEX ou dans les directions générales ou dans les conseils d'administration. Mais pour monter, il faut que ces femmes, eh bien, elles osent. Vous en parliez, Monsieur Denisot, tout à l'heure. Moi, je vois souvent ça quand il y a un poste dans l'entreprise avec 10 critères. Bon, si les femmes n'ont pas 10 critères, elles ne vont pas postuler. Un homme, peut-être à 4-5 critères, vous me disiez 2, voilà, il va peut-être postuler. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut donner confiance aux femmes pour leur dire, bah, postulez à ce poste-là, on a besoin de vous, vous tient l'échelle, mais il faut que vous ayez envie de gravir l'échelle. Puis le deuxième sujet sur lequel je veux attirer l'attention, c'est que dans le quotidien des femmes, dans l'ultra quotidien des femmes, il faut aussi être aidant. Par exemple, on en parle depuis des années du sujet des enfants, des gardes d'enfants. Mais là encore, il faut avancer, il faut être plus pragmatique pour avoir des gardes d'enfants plus flexibles et plus abordables. Parce que des gardes d'enfants, il y en a. Hein, vous en occupez aussi au niveau de la municipalité. Mais s'il faut faire 9h, 17h, ben, voilà, ça va être compliqué. Si c'est très cher, ben, ça va être compliqué aussi. Voilà, donc il faut travailler sur l'ultra quotidien des femmes, travailler aussi pour faire progresser l'égalité aussi dans les tâches domestiques. Je ne sais pas si vous le savez, il y a 18% des personnes actives qui sont à temps partiel. Dans ces 18%, il y a 4 femmes sur 10, mais il n'y a qu'un homme sur 10. Voilà, donc le congé paternité est aussi un bel exemple. C'est super d'avoir progressé et de donner l'accès à ce congé paternité pour les hommes. Encore faut-il qu'ils l'utilisent, parce que parfois, il y a des hommes qui n'osent pas l'utiliser en disant ça va peut-être remettre en question mon image, mon poste, etc. Non, ben là aussi, il faut qu'on fasse bouger les lignes pour que les hommes prennent leur congé paternité et qu'ils aient aussi, eux, accès au travail à temps partiel. Alors, donc, je ne sais pas comment ça vous fait réagir au niveau de vous quand vous êtes arrivé à la Merci à plusieurs choses, Valérie, parce que juste d'abord un petit mot sur effectivement le cadre qui est apporté par, alors vous parliez de la réglementation par les lois. Dans le monde politique, vous savez, la parité est inscrite dans la loi. Pourtant, si vous regardez l'Assemblée nationale telle qu'elle est composée aujourd'hui, alors bien sûr, il y a plus de femmes qu'il n'y en a jamais eu. Hein. Pour autant, il y a encore une majorité d'hommes. Parce qu'en fait, il y a la loi, mais alors je le dis d'autant plus librement que ce n'est pas le cas pour mon parti politique, excusez-moi de le préciser, mais les partis politiques ont tendance à mettre plutôt des hommes sur les circonscriptions éligibles ou facilement gagnables. Donc, in fine, qu'est-ce qui se passe? Il y a autant de candidates que de candidats. Ah, c'est étonnant, il y a plus d'hommes qui sont élus. Bon. Donc, on voit bien que là, il y a encore des petits réflexes et des capacités de contourner le cadre qui permettent finalement de ne pas faire advenir pourtant un objectif sur lequel tout le monde s'engage le cœur sur la main, bien évidemment. Alors, mais pour ça, il faut qu'il y ait des cadres. Je crois que tous les pays qui ont mis en place ces cadres, enfin cette parité, ont vu se transformer les institutions de manière flagrante. Et on n'en serait pas où on en est aujourd'hui en France, prenant l'exemple que je vous donnais, si on n'avait pas imposé ces règles, ça c'est sûr. Après, il y a un deuxième sujet qui est important, qui est aussi celui des représentations mentales qu'on a, des rôles dans lesquels on imagine plutôt les uns et les autres. Moi, quand j'ai constitué mon exécutif au début de ce mandat, d'abord, il est paritaire. Ça, j'avais aucun mérite, puisque de toute façon, c'est dans la loi. Mais il me semblait
premièrement important d'avoir une première adjointe. Ça s'était jamais vu à la mairie de Lyon, hein, d'avoir une première adjointe. Donc, voilà. Et elle est adjointe aux finances, à la commande publique et aux grands événements. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui non seulement, on va dire, a les cordons de la bourse, hein, mais en plus, parce qu'elle s'occupe des grands événements, elle est souvent mise en avant. C'est elle qui va vous parler de la Fête des Lumières, du festival entre Rhône et Saône, etc. Et donc, de lui donner la possibilité, enfin, de lui donner la possibilité d'être aussi très en prise avec ce que fait la ville, pour moi, c'était important. De la même façon, en fait, les plus gros budgets de la ville, l'éducation, la culture, les affaires sociales, sont entre les mains de femmes dans mon exécutif. Et inversement, une, on va dire une délégation qui était historiquement, qui avait été historiquement toujours entre les mains d'une femme, en l'occurrence la petite enfance. La petite enfance, hein, petite enfance égale bébé, égale maman, égale femme. C'est dans l'esprit de tout le monde, c'est voilà, il y a un signe égal entre tout ça. Bah, la petite enfance, moi j'ai un adjoint à la petite enfance. Alors certes, il est jeune papa, donc ça l'aide un peu pour comprendre on va dire la vie quotidienne des familles. Pour autant, de mettre un homme à la petite enfance, c'était complètement nouveau. Voilà. Donc, aussi travailler sur les représentations, je pense que c'est important. Voilà. C'est comme ça aussi qu'on fait un peu bouger les lignes. Ok. Ce que je vous propose, c'est de conclure, puisqu'il doit être l'heure maintenant bientôt de passer à la table ronde. Déjà conclure en disant que grâce à IWF, on œuvre pour cette parité avec des femmes d'influence, mais on le voit et on le voit dans notre échange, c'est qu'il est important aussi d'avoir des hommes d'influence qui prennent la parole et qui s'engagent aussi. Hein, parce qu'on ne fera pas ça toute seule. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient à nos côtés et qui partagent les mêmes ambitions pour la parité. Et puis vous dire que j'aimerais rêver et vous donner rendez-vous dans 5 ans avec une région totalement transformée, hein, cette région, cette belle ville de Lyon, où là, la parité sera absolue. Si vous me le permettez, Valérie, juste un dernier mot pour aller dans votre sens, parce que cet objectif, je le partage intégralement. Non seulement il faut le définir, il faut le fixer, cet objectif, il faut aussi se donner les moyens de vérifier qu'on l'a bien atteint. Il faut aussi pouvoir rendre des comptes régulièrement sur ce qui est fait. Pour moi, ça, c'est essentiel. La redevabilité, là, je parle en tant que, bien évidemment, qu'élu, hein. Moi, je m'étais engagé, par exemple, à mettre à parité l'ensemble de la direction générale de la ville, ce qui est le cas. Ça nous a pris 2 ans parce que voilà, il fallait attendre que des gens partent, recruter d'autres personnes. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Là, même si j'ai un directeur général des services, l'équipe de direction générale est intégralement paritaire. C'est la même chose dans mon cabinet, c'est-à-dire dans mes collaborateurs les plus proches. J'ai une directrice de cabinet et le cabinet est paritaire. Donc, il faut le fixer. Et deux, il faut aussi le dire à un moment. C'est pour ça que je le dis devant vous. Il faut rendre des comptes et dire, ben oui, en fait, d'abord, c'est possible. Et puis, en fait, c'est même en fait très facile, hein, il suffit juste de le vouloir. Voilà. Et comme vous disiez, parfois tendre la main, faire la courte échelle, éviter les phénomènes d'autocensure pour que on soit effectivement dans une société avec des entreprises et des collectivités qui appliquent strictement la parité. Parfait. On vous remercie pour cette belle intervention. Merci à vous deux. Je vous laisse regagner vos places. Et puis, avant de devancer un peu la table ronde, on va d'abord assister à la présentation d'une étude menée par Robin. Donc, je demande de venir. Donc, une étude de l'ESCA va nous présenter un petit peu tout ça sur les rôles modèles. Voilà, et puis après, on aura un petit temps d'échange avec Vanessa Gérard. C'est à toi. Vous m'entendez? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude qui a été réalisée donc, au sein de l'école LESCA, école de management post-bac. Et donc, je suis étudiant dans cette école, en 2e année du programme Grande École. Et je suis également responsable de l'activité commerciale dans la junior entreprise de l'école, ESCA Junior Conseil, donc qui a été la structure qui a réalisé cette étude en collaboration avec l'ESCA. Hop. Excusez-moi.
Très bien, merci. Donc, je vais vous expliquer donc, comment s'est réalisée l'étude, donc les différentes phases qui ont été découpées donc, pour atteindre les personnes qui ont été interrogées. Donc, dans un premier temps, il y a des intervenants qui ont été chargés, donc, lors d'une phase quantitative et qualitative, d'interroger différents profils. Dans la phase qualitative, donc, il y a eu la création d'un guide d'entretien qui a permis d'atteindre donc, des jeunes professionnels de ZLE qui ont donc un parcours professionnel qui était intéressant d'évaluer et d'identifier, d'approfondir pour donner des conseils en fait aux jeunes professionnels qui souhaitent s'orienter sur des parcours professionnels, des étudiantes, donc à travers les résultats de cette étude et ainsi d'une phase quantitative donc, qui a été réalisée donc, auprès des étudiants de différentes écoles. L'avantage qu'on a chez SK Junior Conseil, c'est qu'on est différent sur plusieurs campus en France, ce qui a permis d'étendre cette étude à l'échelle nationale. Au niveau des résultats donc, principaux qui ont été relevés de cette étude qualitative auprès des jeunes professionnels donc, exerçant leur métier donc, en entreprise, la première caractéristique qui a été identifiée, c'est donc le réseau. C'est la caractéristique de vraiment mettre en avant donc, les jeunes professionnels à travers les événements, à travers l'entreprise, à travers les événements de l'entreprise et oser se rapprocher des autres personnes dans l'entreprise et vraiment atteindre la légitimité qu'ont les jeunes professionnels dans leur poste. Donc ça, c'est des conseils qui ont été donnés de la part des personnes qui ont été interrogées pour des jeunes professionnels qui souhaitent s'orienter dans des carrières professionnelles. La deuxième caractéristique importante, c'est l'ambition dès les études. Donc là, ça va correspondre, donc, on va dire, à partir du lycée. Donc l'engagement auprès des jeunes filles, des jeunes femmes qui souhaitent s'orienter donc, dans des études plutôt, on va dire, orientées, ou du moins qu'on pense orientées masculines. Je parle des sciences, je parle de l'ingénierie en comment disons, au niveau des études. Et donc là, c'est vraiment mettre en avant le fait que les femmes sont tout à fait légitimes et les aider, on va dire, les engager pour s'orienter vers ces études-là. Et donc, la troisième caractéristique qui a été mise en avant lors de la phase qualitative, sont la formation des managers. Donc là, on représente vraiment au niveau de l'entreprise, former les managers afin d'aider, d'accompagner les femmes dans leur développement de carrière professionnelle et tout simplement voilà, d'évaluer non pas un profil en tant genré, mais plutôt des compétences, un profil qui aidera au bon développement de l'entreprise. Au niveau de la phase qualitative, donc là qui est tournée plutôt au niveau des étudiants, donc sur une quantité d'un petit peu plus de 200 étudiants, on a à travers une question au niveau de la marque employeur de l'entreprise qui est très importante et qui est reconnue importante auprès de ces étudiants à hauteur de 7,2 sur 10. Donc c'est un chiffre qui prouve que la marque employeur est une des caractéristiques principales au choix de candidater à un poste, que ce soit un stage auprès des étudiants, que ce soit une alternance ou une future carrière, un futur métier. Et donc, à travers ces étudiants qui ont été sondés, il y a donc 2 tiers des étudiants qui se sont vus être influencés par la marque employeur que dégageait l'entreprise dans le choix de ce poste. Donc, à titre personnel, je précise simplement que la marque employeur donc, est une dimension vraiment importante en tant qu'étudiant, donc en deuxième année. Je dois donc effectuer donc, des recherches de stage. Et donc, c'est vrai que c'est une dimension qui est vraiment importante. Et d'où l'importance de la parité, de la place de la parité dans la marque employeur, qui est une dimension qui est pas simple pour les entreprises de communiquer dessus, mais qui est très importante pourtant pour le choix des étudiants. Donc des actions concrètes qui ont été réalisées à travers l'analyse des résultats de la phase qualitative, donc des verbatims qui ont pu être retirés de ces différentes études. Donc là, c'est un intervenant en master qui a été chargé d'analyser tous ces résultats et de fournir donc des recommandations, des conclusions ainsi que des actions concrètes qui pourraient être réalisées au sein de l'entreprise pour aider justement à la parité et mettre en avant la parité des entreprises qui l'avaient réalisée. Donc, dans un premier temps, c'était promouvoir le réseau donc, féminin et créer des programmes de mentorat donc, au sein des entreprises, qui est une dimension importante en fait d'aider les jeunes femmes qui arrivent dans l'entreprise ou des personnes qui sont déjà dans l'entreprise depuis quelques années, et en fait d'avoir des profils féminins qui accompagnent d'autres profils féminins, donc pour pouvoir justement les aider dans leur carrière, leur donner l'ambition de réussir et ou alors simplement de candidater à un poste et de leur montrer qu'elles sont légitimes de pouvoir candidater à ce poste. Dans un deuxième temps,
c'est mettre en avant les femmes en position de leadership et leur réalisation. Donc là, c'est vraiment aux entreprises de communiquer sur la position des femmes qui est forte dans l'entreprise sur des réalisations qui sont importantes et pas simplement dire, voilà, donc il y a des hommes qui ont fait ces réalisations-là, mais également des femmes qui ont fait ces réalisations et vraiment les mettre en avant. Donc le plus dur étant de communiquer sur ça et de le faire comprendre aux autres personnes, mais c'est un enjeu qui est très important et qui a été dégagé donc, de cette étude qualitative. Au niveau des différentes, donc des 3 derniers points de cette étude, il est très important et ça a été dégagé lors des personnes qui ont été interrogées, donc 15 profils de femmes donc issus de secteurs différents. Donc il y avait l'automobile, le conseil ou encore la restauration rapide, donc dans toute la France. Et le troisième point, c'est donc d'accroître la transparence donc dans l'entreprise pour justement montrer les chiffres qui sont pas toujours évidents à percevoir ou pas toujours appréciés de la part de la société en général. Mais donc, c'est vraiment important de montrer les chiffres pour pouvoir mettre en place des actions en fonction donc, de la parité qui est respectée ou non dans les entreprises. Et dans un deuxième temps, c'est mettre l'accent sur la diversité des genres, donc dans la marque employeur, donc toujours côté marque employeur, pour montrer vraiment l'argument de l'entreprise à aller chercher des talents, aller chercher donc des profils compétents et montrer que dans la marque employeur, voilà, la parité a une place importante et qu'elle permet donc d'attirer les meilleurs profils. Donc ça, c'est vraiment important au niveau donc, de la carrière professionnelle, des profils qu'on a pu interroger, mais également des étudiants qui ont été interrogés sur l'étude quantitative. Pardon. Et donc la dernière caractéristique, c'est renforcer la communication autour de l'égalité des genres. Donc là, encore une fois, autour de transmettre au sein des entreprises, non pas une vision vieillissante de l'entreprise, mais vraiment une vision qui s'engage dans la parité et qui s'engage auprès de tous les profils compétents et aller chercher des profils, non pas des genres, non pas des personnes que l'on a en tête avant d'aller chercher, et vraiment aider au développement de l'entreprise en général par les compétences qu'on va pouvoir aller chercher. Donc au niveau de la communication, très important des entreprises d'établir cette communication sur la parité, qui est un des avantages, un des nouveaux avantages qu'une entreprise peut présenter par rapport à une autre et qui sera prise en considération pour le choix des étudiants donc, dans leur parcours professionnel. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Robin. Je remercie Robin effectivement pour cet esprit de synthèse. L'étude complète, on peut la retrouver comment, où, quand? Alors, l'étude complète donc, a été réalisée donc, le mois dernier donc, par SK Junior Conseil en collaboration avec l'ESCA et on pourra la retrouver à travers un livrable qui a été construit donc, par un intervenant en master qui pourrait être publié. Donc ça, il faudra voir sous quel format le publier. Je pense qu'on n'a encore pas la version définitive, mais de pouvoir justement le communiquer dessus. Et donc, il y aura des communiqués à travers les réseaux sociaux sur cette étude-là. Donc, il y aura tous les détails avec vraiment les questions, les analyses, les réponses et les chiffres plus en détail. On a la primeur avant que ça soit définitif, c'est très bien, vous avez de la chance. J'en dis merci beaucoup en tout cas, Robin. Je vais demander à Vanessa Girardet de me rejoindre, je me sens bien seule ici. N'hésitez pas, Vanessa, on a un micro. Vous êtes la présidente d'IWF Aura. Tout à fait. Question simple, que vous inspire cette étude, la réaction? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous surprend ou ça vous conforte dans vos positions et dans vos opinions? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, ma première réaction, c'est que je suis ravie de voir ce sujet porté par les jeunes générations et de voir que ça intéresse les jeunes générations. Je trouve que, alors moi j'ai lu l'étude plus complète en avant-première, je trouve qu'elle est très réaliste cette étude et que ça reflète parfaitement bien ce qui se passe dans notre société, dans le monde de nos entreprises de manière générale. Et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser ce sujet très tôt. Et parmi la question, alors c'est dommage, Robin n'en a pas parlé, mais moi, il y a une question qui m'a interpellée et qui, pour moi, est percutante, enfin, en tout cas, la réponse. La question était la suivante, c'est avez-vous l'impression que le genre peut être un frein dans votre parcours professionnel? Et là, la moitié des femmes pensent que oui, c'est un frein. Ça peut être un frein, en tout cas, c'est la perception qu'elles en ont, alors que 96% des hommes pensent que non. Et je trouve que voilà, rien que ça, en fait, ça montre voilà, l'importance du sujet. Et voilà. Donc moi, ça m'a marqué. Et vous avez identifié d'autres freins? Ouais, il faut que je m'éloigne peut-être.
Alors, oui, des freins, il y en a. Moi, je dirais que le premier frein, c'est qu'on évolue, mine de rien, dans une société où le modèle est très masculin en termes de leadership. Alors, certains d'entre vous connaissent sûrement cette étude, hein. Quand on pense à une grande personnalité leader, 9 personnes sur 10 pensent à un homme fort, puissant, dominant, charismatique, et seulement une personne sur 10 pense à une femme. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi marquant. Ça, c'est dans notre société, voilà, le modèle masculin est très fort. Après, vous parliez des freins, il y a aussi des freins, et Valérie en a un petit peu parlé, hein, des freins propres à nous, femmes, enfin, voilà, où là, on a en particulier, enfin, je parlerai peut-être juste du sentiment d'imposture qui est, et là aussi, des études le montrent, qui est beaucoup plus développé chez nous, femmes, que chez nos homologues masculin. Et qui dit sentiment d'imposture dit perfectionnisme, manque de délégation, risque d'épuisement professionnel, et puis peur de la réussite. Et donc tout ça fait que voilà, il y a un cercle vicieux qui peut-être empêche les femmes de monter plus haut dans les structures. Et puis je voulais juste, au niveau des freins, parler aussi d'un troisième sujet. C'est le sujet de la maternité. Et pour moi, c'est un vrai plafond de verre, ce sujet de maternité, parce que il arrive pour nous, femmes, au moment où les progressions de carrière sont les plus importantes. Et donc, il faut absolument que nous, dans nos entreprises, on change le rapport au temps dans les carrières. Il faut voilà, que tous, hommes et femmes, comprennent qu'il y a des moments où on va un peu moins vite dans la carrière, et des moments où on peut accélérer. Et donc, il faut que ce soit possible. Voilà. Sur cette thématique-là, Alain l'évoquait, peut-être au niveau des pays nordiques, il y a quand même un temps, trois temps d'avance. Ouais, au moins. Bon, très bien. Juste une petite question, je rebondis. Vous parliez de figure un petit peu tutélaire, vous dites 9 fois sur 10, c'est un homme. Si on ne citait qu'une femme, ce serait qui pourrait venir? Question dure? Bon, ben vous me le direz à la fin, vous avez une heure pour réfléchir. J'aurais envie de dire, enfin après il y en a plein, Marie Curie, Simone Veil, enfin toutes dans leur domaine particulier ont eu voilà, une certaine forme d'influence, et ce sont des modèles pour nous. Mais voilà, mine de rien, il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup moins que nos homologues masculins. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein de IWF Aura, justement, sur ce segment-là? Alors, au sein d'IWF Aura, on a une action phare qui est, et qui va un petit peu dans la continuité de ce que nous a présenté l'ESCA. C'est le marrainage d'étudiantes de l'EM Lyon. Où là, j'allais dire chacune d'entre nous, non, parce que c'est en fonction du temps qu'on a, donc toutes les membres d'IWS ne le font pas, mais enfin la majorité des membres font. Chaque voilà, membre IWF devient marraine en fait d'une étudiante de l'EM Lyon, tout ça pour aller dans le sens de la sensibilisation et pour essayer de faire bouger les mentalités et faire une révolution au plus haut niveau de l'importance de la parité, et puis du fait que voilà, quand on est étudiante, tout est possible et il faut s'en donner les moyens. Et voilà. Donc ça, c'est une action phare qu'on mène au sein d'IWF. Et après, j'allais dire, dans nos entreprises, il y a aussi plein de choses qui sont faites pour faire en sorte que la parité... Ouais. Un exemple, un ou deux exemples, non? Vous savez, au sein des entreprises, justement? Oui, alors je peux parler de... la mienne, c'est celle que je connais le mieux. Hein. Vous avez été nommé donc leader parité chez Deloitte. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça contient, cette belle appellation? Alors, oui, effectivement, j'ai pris la responsabilité, enfin, leader parité au niveau national chez Deloitte il y a 1 an. Déjà, bon, c'est très important parce que notre nouveau président, en fait, il a dans sa stratégie de groupe, il y a 3 grands piliers, et la parité est un des 3 grands piliers. Donc, ça montre l'importance. Et donc, voilà, la nomination à ce poste leader parité j'en suis très, très fière personnellement. Et donc, ça m'a permis de dérouler tout un tas d'actions, en fait, un plan d'action pour favoriser la parité chez nous. Alors, je peux peut-être vous donner juste 1 ou 2 exemples concrets. On a déployé un programme qui s'appelle Boost Her,
HER, et qui est à destination de nos femmes, de nos collaboratrices jeunes managers. C'est un parcours de coaching collectif qui leur permet de faire faire le point sur leur carrière, de booster leur impact professionnel et puis de gérer leur image au sein du cabinet. Donc ça, c'est voilà, une des grandes actions qu'on a. Je donnerai un deuxième exemple, c'est le programme qu'on a appelé Womentoring, donc qui est là plus à destination de nos femmes directrices, senior managers, donc un peu plus avancées dans la carrière. Et là, c'est un programme de suivi personnalisé des carrières de nos collaboratrices à ce niveau-là de leur carrière, l'objectif étant de faciliter la diffusion de rôle modèle et puis de montrer que c'est tout à fait possible de devenir associé chez Deloitte. On s'en donne les moyens. Il suffit de le vouloir et il n'y a pas de plafond. Écoutez, on vous remercie. En tout cas, je pense que vous pouvez l'applaudir. En tout cas, merci d'avoir participé et alimenter ce débat. Je demande aux personnes, aux speakers qui participent à la table ronde de bien vouloir me rejoindre ici. Je vais vous faire de la place. Je ne sais pas si je peux reprendre mon micro cravate. Alors Valérie, on vous a entendu tout à l'heure, donc je ne vais pas vous représenter. Nous avons ici également autour de la table Anne-Laure Gaujon, responsable RH RSE chez RATP Dev. Bienvenue. Blandine Jama, directrice générale adjointe Banque Populaire Aura, en charge du pôle ressources. Elsa Bignani, directrice, il m'avait semblé voir directeur, c'est pour ça que j'ai dit, je suis un petit peu la charrie, directeur corporate à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et puis Jean-Mathieu Bizot, donc CEO Opteven et coprésident du club ETI Aura. Il y a une vraie parité entre vous, c'est intéressant, parfait. J'ai relevé plusieurs choses sur cette étude. On a écouté la formation qui n'est pas top des managers, le rôle également de l'éducation. Qu'est-ce que vous retenez tout? Ça fera la première prise de parole. Qu'est-ce que vous retenez de cette étude? Elle est conforme à vos attentes? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Si vous voulez peut-être commencer. Non, prenez, voilà, vous ferez tourner et puis là-bas aussi, vous pouvez activer le micro. Si vous citez formation et si vous entrez sous l'angle managérial, pour moi, le credo, c'est vraiment avec les managers qui sont les décideurs, qui vont être les décideurs avec les RH pour embaucher, pour former, pour inscrire dans les parcours, pour penser à mobilité. Pour moi, plus que formation, je parlerais de démonter un peu les stéréotypes. Et c'est ce que nous faisons parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de stéréotypes chez les hommes mais chez les femmes. Et l'idée déjà, et c'est ce qu'on fait avec les équipes RH qui sont à mes côtés ici, c'est de travailler pour les RH, c'est-à-dire cette déconstruction de stéréotypes. Les femmes sont moins disponibles, avec elles, il faut y aller en 2 temps sur les salaires, un périmètre, c'est toujours trop large, on va le réduire en 2, etc. On se reconnaîtra. C'est vraiment de dire déjà, travaillons avec eux, avec des RH formés, comme ça, quand elles bossent avec les managers sur tous les sujets de formation, d'inscription et programmes dirigeants, d'évolution, de proposition de fonction, on parle au même niveau et surtout, on ne commence pas, ce qui est quand même souvent le cas, à parler à la femme, à la place des femmes. Il y a combien de femmes managers chez vous? Alors, chez nous, on a 40% de femmes managers, 43% au niveau de la direction, puisque nous sommes 2 femmes DGA, 2 hommes DGA et mon boss Daniel Cariotis qui est le DG. Et on a peut-être un petit trou dans la raquette, je dirais, sur notre encadrement intermédiaire. Et c'est ça qu'on va aller travailler, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, en allant chercher des femmes encore plus par des revues de potentiel. Elsa, sur l'étude aussi, ou ce qu'elle vous a inspiré, ce que vous prenez? Moi, l'étude, j'ai eu aussi la primeur de la lire en amont. Et dans cette étude, moi, ce qui me marque, c'est l'exigence. C'est qu'en fait, ces nouvelles générations que vous représentez à travers l'ESCA,
marque une exigence très forte envers nos entreprises. Et je crois que chacun, à titre individuel et collectif, ça doit nous challenger. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans cette étude, il y avait une question que l'on n'a pas vue, mais qui, moi, m'a beaucoup interpellée. C'était finalement quel est le premier facteur qui vous porte dans la décision de rejoindre ou non une entreprise. Les deux premiers qui sont cités sont la rémunération et les opportunités d'évolution. Et la parité intervient assez étonnamment en première lecture, en 5e ou 6e position. Je m'excuse, c'est peut-être pas exactement le rang, si j'ai bonne mémoire. Et on pourrait se dire, bah, finalement, ce sujet est un peu délaissé. Pas du tout. Ce que nous dit cette réponse, et c'est ça que moi j'ai aimé, c'est qu'en fait, elle nous dit que ce qui compte, ce n'est pas la parité pour la parité. Et c'est un enjeu de justice sociale, et je crois qu'on partage tous ici cet enjeu. C'est que ce qui compte, c'est la finalité. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est une rémunération équivalente entre les hommes et les femmes. C'est des opportunités d'évolution dans les entreprises pour les femmes, notamment quand elles répondent à cette étude. Et donc, à travers cette réponse, en apparence, un petit peu décalée par rapport aux enjeux qu'on traite ce jour, en fait, c'est énormément de clairvoyance et énormément d'exigence. Vous faites partie, il y a beaucoup de sociétés de services. Anne-Laure, vous êtes plus dans une société, bon, je ne sais pas comment trop la définir, mais il y a de l'industrie, il y a de la logistique, il y a tout. Est-ce qu'on retrouve les mêmes écueils ou les mêmes critères que dans une autre société, notamment en termes de parité? Chez vous, qu'est-ce que ça pèse? Qu'est-ce qui se passe que vous mettez en œuvre? Voilà, exactement de la même manière, hein, la féminisation, ça fait partie des sujets qui nous préoccupent tous et à tous les niveaux de l'entreprise. On a une féminisation aujourd'hui, puisque vous me posez la question sur les chiffres, c'est 37% de cadres dirigeantes au sein du groupe RATP. Et aujourd'hui, quand on regarde également le conseil exécutif, on est à parité presque. Sur 11 membres, il y a 5 femmes depuis peu, puisque la tendance est exactement inverse il y a encore quelques mois avant la nomination de M. Castex. Donc ces enjeux, on les a, ils sont extrêmement forts et on y travaille depuis très longtemps. Parce que pour revenir à cette étude, comme vous, Elsa, ce qui m'a marqué, c'est les attentes de la jeune génération. On ne peut plus faire comme si le monde était coupé presque en deux, avec d'un côté une masse salariale masculine et puis un résidu féminin, j'ose le dire ainsi. Et de se dire que les jeunes ont envie d'aller vers l'égalité, vers cette parité. Et ça, c'est un vrai gage important pour pouvoir séduire, attirer les talents aujourd'hui, alors que c'est un vrai défi auquel on est tous confrontés et on y reviendra peut-être. Jean-Mathieu, chez Opteven. Pour faire rebondir aussi, c'est vrai que nous, on peut être confronté à certains métiers qui sont très masculins et qu'on a du mal à féminiser. Je vous en donne un exemple, les mécaniciens automobiles. Pour trouver des mécaniciens automobiles qui sont des femmes, c'est quand même pas facile. Alors on essaye, quand on a des candidats, généralement elles sont top, mais c'est vrai qu'il y a certains métiers qui sont pas faciles à féminiser. Il y a aussi des commerciaux qui sont sur le terrain, qui visitent des concessions automobiles ou des garages. On a très très peu de candidats. Ça n'empêche pas d'ailleurs que souvent les managers peuvent être des femmes. Ils peuvent manager des équipes qui sont très très masculines. Ça n'empêche pas ça. Moi, pour revenir sur l'étude, je suis assez convaincu que la jeune génération va nous pousser à nous transformer, hein, à réagir. Et ce qui me semble, c'est que que ce soit les jeunes hommes et les jeunes femmes, ils ont finalement aujourd'hui des exigences qui sont assez convergentes sur des sujets de qualité de vie au travail ou d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Un jeune homme, finalement, il va aussi être très attentif à ces sujets-là. On voit que le congé paternité, ça commence à prendre quand même. Donc cette convergence-là, elle donne plutôt espoir que finalement, on va forcément être attentif à ces sujets de parité, en tout cas au sujet des freins dont Vanessa parlait tout à l'heure. La parité, c'est une vision stratégique, c'est forcément porté par la direction ou comment vous
ça se passe au sein de vos structures. Peut-être Valérie sur le. Moi, je voulais juste réagir sur les quotas. Tout à l'heure, on m'avait fait. Et les quotas, oui, c'est indispensable, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la réussite justement de cette stratégie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers ou d'autres actions? C'était nécessaire de passer par la loi pour faire bouger un petit peu les choses. Mais est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu à un aboutissement? Je prends un exemple très simple. On parlait de recrutement aujourd'hui, 50% de femmes, 50% d'hommes. On est dans une conjoncture très délicate de recrutement. Ça, personne ne peut le nier. Enfin, je pense que tout le monde est confronté à ça. Quand on voit passer un profil masculin, peut-être idoine, on peut malheureusement ne pas s'en intéresser parce qu'on doit recruter à 50-50. C'est délicat comme décision. Alors, pour répondre à votre question, quand je dis pas de quota, pas de résultat, s'il n'y avait pas les lois, pour moi, c'est des starters. Hein, j'ai étudié depuis Olympe de Gouges à nos jours, j'ai fait cet exercice quand j'ai écrit un livre il y a quelques années, j'ai étudié les lois. D'Olympe de Gouges à 45, la pauvre, elle a fait beaucoup quand même hein, en 1790. Mais il y a eu peu de choses jusqu'en 1945. Très peu de choses, mais ça a bougé de 45 à 65. Votre chéquier, notre chéquier, on l'a depuis 1965. Je vous laisse imaginer. Et après, ça s'est accéléré. Et ces dernières années, ça s'accélère. Donc, s'il n'y avait pas eu les lois, on ne serait pas là, mesdames. Déjà. Et pourquoi c'est grave? Parce que notre monde, il est de plus en plus complexe. Il va de plus en plus vite. Donc, il faut s'adapter. Et donc, il faut de tout, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Et donc, la mixité, la parité, elle permet d'aller plus vite, elle permet d'aller plus loin, elle permet de créer plus de richesses, d'avoir plus de créativité. Donc, dans un monde où la compétition est sans cesse de plus en plus importante, bah, il faut qu'on fasse, qu'on intègre cette parité. Voilà, donc dans votre question, c'était aussi sur, sur le questionnaire. Moi, clairement, il y aura un avant, un après. Avec, merci, l'étude que le monsieur nous a présentée. Parce que dans l'entreprise où je suis, chez Boiron, il y a 80% de femmes. Le sujet des femmes n'a jamais été vraiment un problème du fait de l'actionnaire qui a toujours dit il faut prendre les meilleurs. Et ben, si c'est un homme, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Il n'y a jamais ce sujet. Par contre, le sujet, il intervient au niveau des managers. Une femme sur deux est manager. Mais jusqu'à quand? Parce que moi, aujourd'hui, je suis confrontée au fait qu'il n'y a pas de vivier. Je n'ai pas assez de femmes qui viennent. Et donc, j'ai compris que dans notre processus de recrutement, il fallait en parler. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez. On va parler de notre sens parce qu'on a beaucoup dit, les jeunes, il faut leur donner du sens. Il faut leur dire pourquoi ils viennent là, il faut les accompagner, sur les faire voir des étoiles dans les yeux pour quand ils viennent aux entreprises. Ok, nous, on leur fait voir des étoiles dans les yeux, mais on ne pensait pas à parler de ce sujet. Donc, je pense que maintenant, avec nos RH, c'est ce que je vais faire dès demain, je vais voir comment intégrer cette notion-là qu'on ne disait pas forcément parce que quand vous ouvrez notre site, vous voyez qu'il y a déjà plein de femmes et que la femme, ce n'est pas un sujet. Mais par contre, de dire ce qu'on fait et comment on peut faire pour aider dans l'ultra quotidien des femmes, ça, c'est un sujet. Parce qu'on n'en parle plus et je pense que c'est ce qu'il faut faire concrètement et ça répond à votre question. Oui, au-delà des lois, il faut traduire concrètement dans nos structures, en équivalence concrète, la faisabilité de l'accès aux femmes à des postes. Et l'éducation a aussi un rôle. Vous parliez de vos entreprises, mais le monde éducatif, je pense, a quand même un rôle. On a une pression culturelle très forte, historique. Casser un petit peu tout ce carcan, ça va prendre du temps. Si Elsa veut intervenir ou Blandine. Moi, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais par rapport à ce que disait Valérie, moi, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que les lois, c'est des marqueurs. Ça nous donne un objectif qui est non négociable. Et ça, en cela, moi, je pense que c'est fondamental. Après, effectivement, il faut aligner à la fois nos recrutements, nos process de gestion ressources humaines. On le voit aujourd'hui, nous, dans notre conseil, on est à 50-50, le conseil d'administration, parce qu'on a eu le temps de s'y préparer, mais que c'est bien aussi la loi, et notamment la loi RIC-5, qui nous a donné cette obligation. Mais quand on veut trouver des femmes et quand on les cherche, on en trouve. Et c'est ça pour moi la vertu, c'est que sur des profils où on embauche de façon très féminine, on va chercher des hommes.
hein, en data, etc. Et on galère. Et moi, je dis maintenant, je ne veux plus voir s'il n'y a pas au moins un profil masculin sur des métiers de chargé d'affaires entreprise où on va trouver des hommes. Et à contrario, s'il n'y a pas un profil féminin sur les chargés d'entreprise très masculinisés. Et à contrario, quand il n'y a que des femmes, c'est dire, voilà, donc c'est ce genre de sujet qu'on va aller forer. Je prends un exemple très concret. Nous, sur nos managers, on est pas mal parce qu'effectivement, on embauche 58% de femmes, on a plus de femmes et après, on est à 40% de managers. Mais dans les fonctions commerciales, manager, il y a beaucoup moins de femmes. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, on a mis en place avec mes équipes des revues de potentiel avec les managers. Donc, mes RH sont formés et les managers aussi. Et on dit, on va chercher des femmes. Et c'est là où on en trouve. Mais ça demande du temps parce qu'effectivement, spontanément, là, on a 20 directeurs de groupe, il y a 3 femmes. Et spontanément, on va me dire, ah oui, mais il n'y a que des hommes. Donc, ça veut dire qu'avec ma collègue qui vient d'être d'ailleurs nommée DGA, Violaine Belin, je pense que vous la connaissez, on est en train de faire des revues de potentiel, on va chercher des femmes. Ça veut dire qu'à un moment aussi, on les prépare. Il y a de l'immersion dans le réseau. Il y en a une qu'on va nommer. On l'immerge 6 mois dans le réseau retail. On les coach, on les accompagne pour que ça puisse se faire. Parce que sinon, effectivement, on a l'impression de les chercher et qu'elles ne sont pas là. Mais en fait, elles peuvent être là. Anne-Laure, sur toute cette féminisation des métiers, parce que je pense que vous êtes très concernée avec que ce soit la conduite, la maintenance, vous rejoignez un petit peu ce qui est dit. Comment ça se passe chez RATP? Complètement. Et puis, vous parliez de l'éducation tout à l'heure. Je trouve que c'est intéressant parce que quand on va dans les écoles d'ingénieurs, alors, ça se féminise naturellement, mais c'est lent et on est encore extrêmement loin de la parité. On évoquait tout à l'heure à plusieurs reprises au cours de la discussion la notion des rôles modèles. C'est extrêmement important et je vais vous raconter une anecdote qui m'a surprise. Ma fille de 6 ans monte avec moi il y a une quinzaine de jours dans le bus et me dit « Oh maman, t'as vu la conductrice, c'est une femme ?» Et elle me dit « C'est bien, je trouve que ça soit bien que ça soit une femme parce que ça veut dire qu'on est capable. » 6 ans. Et donc, on voit que cette notion de rôle modèle, alors peut-être qu'elle a été influencée par des discussions qu'elle a entendues à la maison, toute ressemblance, hein, vous savez, c'est la petite mention qu'on met. Voilà. C'est fortuit. Mais néanmoins, on voit ici la puissance du rôle modèle et la puissance dès le plus jeune âge. Et je ne peux pas m'empêcher, Monsieur Doucet, excusez-moi de vous regarder, mais dans les villes, à tous les échelons, il y a une responsabilité énorme sur ce sujet. Et de coup, de ce fait-là, ce rôle modèle, il doit arriver dès le début, au plus bas de l'échelle, dès qu'on est tout petit, et ça doit continuer. Et donc, ça doit arriver dans les écoles. Et il y a une très belle association dont RATP et le groupe est partenaire, qui s'appelle Elle Bouge, et qui va dans les écoles d'ingénieurs faire du mentorat auprès de ces jeunes femmes pour leur dire oui, les métiers techniques sont possibles pour vous, mesdames. Et ça, je pense que l'éducation a un rôle complètement incroyable à jouer là-dessus. Et c'est surtout là-dessus que je voulais rebondir par rapport à votre question sur l'éducation. Jean-Mathieu, dans vos métiers également, vous parliez, on en parlait tous les deux, là, des commerciaux, vous posiez un petit peu cette problématique-là de trouver des profils justement féminins, alors que non, c'est surtout peut-être l'absence de candidates à ces postes-là. Oui, sur certains métiers, il y a un sujet de sourcing et d'absence de candidates. Je voulais rebondir aussi sur le sujet de la loi. Donner un exemple très concret, le fameux index que maintenant on calcule tous avec ces différents critères et qui nous oblige à regarder les différents sujets. Et je trouve que c'est très intéressant et notamment 94, c'est pas mal. La bonne élève est à votre droite. Combien? Non. Allez, ouais, non, mais c'était un critère pour la table ronde, les 94. Mais sur les 94, en fait, on perd tous nos points, ou presque, sur le dernier critère qui est les 10 plus grosses rémunérations. Mais donc, c'est intéressant. Ça nous oblige à mettre le doigt là où ça fait mal, à regarder et à se creuser la tête. Et donc, les lois, elles servent à ça et c'est quand même une bonne chose. Comment vous communiquez justement sur cet index? Comment c'est mis en avant? Comment vous en faites la promotion?
Alors, je vais parler pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On publie cet index au sein de l'entreprise, aussi dans notre rapport extra-financier, qui nous permet de communiquer sur nos engagements ESG au sens le plus large qu'il soit. Et donc, la parité fait naturellement partie de ces éléments. Je pense qu'on ne communique pas encore assez. C'est-à-dire que cet index, quelque part, je ne sais pas vous tous ici présents, mais c'est quand même pas très parlant. Se dire qu'on est à 94, alors on se dit que ça doit être bien, donc effectivement, c'est plutôt bien. On est plutôt une entreprise moteur sur ces sujets. En revanche, pour toutes et tous dans notre entreprise, c'est des choses qui sont encore insuffisamment connues, concrètes. Et donc, il faut qu'on aille plus loin. C'est une bonne première étape, ces outils de communication et ces mesures. Mais je crois que, et ça rejoint mon propos de tout à l'heure, l'exigence, elle est bien plus forte que cet index. Quelque chose sur cet index. Moi, j'aime bien dire qui ne rend pas compte ne se rend pas compte. Et le fait qu'on ait cet index nous permet de nous rendre compte où on en est. Et le deuxième avantage, en tout cas c'est comme ça nous qu'on gère dans l'entreprise, c'est que ça nous fait prendre conscience d'où on en est, mais surtout ça nous fait nous projeter dans l'avenir. Et du coup, notre responsable des ressources humaines anticipe et dit attention, là, l'année prochaine, ça va pas aller. Voilà, donc ça permet aussi de gérer dans le temps la place des femmes dans l'entreprise. Blandine? Je disais juste un autre. Alors, effectivement, sur le 94, je te rejoins, c'est pas très clair. On met quand même, nous, sur nos sites carrières, sites employeurs, on en parle à l'embauche. Ce qui est plus parlant, sans doute, c'est le label égalité, mixité qu'on a de l'AFNOR. Ça, par contre, ça veut dire quelque chose. C'est un engagement concret de l'entreprise dans ses process. Il y a l'engagement politique, mais il y a la déclinaison avec des process, un audit. Et ça, par contre, je trouve qu'on communique mieux autour de ça parce qu'il y a une réalité dans l'entreprise quand on a ce label. On a pour vraiment thématique parité et performance. On sait que les entreprises qui incrémentent de la parité dans leur board ont une performance accrue. Alors, les études diffèrent 20% de plus, 25%, bon, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a un effet positif. Vous le constatez, vous, à votre échelle, vous l'avez mesuré. Il y a le sujet des boards, comme vous dites, le conseil d'administration, conseil de surveillance, c'est-à-dire les organes les plus hauts et qui sont plutôt des organes de contrôle, mais qui, de mon expérience et de mon point de vue, sont les sujets presque les plus faciles à traiter. Et dans la performance, il y a aussi le sujet plus global de la prise en compte de la parité à tous les étages de l'entreprise. Quand on voit les jeunes maintenant, leurs préoccupations et les difficultés qu'on a à recruter et à garder ces jeunes, ça veut dire que pour être performant, on est bien obligé de traiter ces sujets d'équilibre vie privée, vie professionnelle, de déconnexion le week-end, traiter le moment de la maternité, qui est effectivement un moment clé qui peut être un moment de décrochage, de le traiter le mieux possible. Et enfin, la performance, on est obligé de prendre en compte ces sujets-là, mais pas uniquement. Alors la tête, c'est important, hein, la tête, mais c'est pas que ça, et c'est tout au long de tous les échelons de l'entreprise. Moi, je rejoins tout à fait. Quand tout à l'heure, je parlais de trou d'air, on a 58% de femmes à un moment. Et puis après, je l'ai dit, dans les instances dirigeantes aujourd'hui, il y a encore 40 ou 43, ce n'est pas l'équilibre, mais on y est presque. Et après, on a une sorte de trou d'air à 30%. Et c'est là où il y a une déperdition. Et moi, je ne suis pas tellement performance. Voilà, je me dis déjà, il y a un sujet d'équité. Et puis, ces femmes qu'on a intégrées, qu'on a formées, qui sont là, qui sont compétentes, c'est quand même là de la non-performance de s'en priver. Donc, moi, je le vois plutôt sous cet angle-là. Après, il y a un sujet aussi qui a été abordé, je ne veux pas être trop longue, mais quand on parle des jeunes, la prise de conscience, etc., il y a un sujet sur lequel j'insiste, moi, c'est nous, notre rôle de l'entreprise, c'est-à-dire de les détecter, d'aller les chercher, de les former. Quand on intervient aussi auprès de jeunes hommes et femmes, hein, et donc là, on a Claire qui est la présidente aussi de l'association de l'aura des femmes, qui est très active. Ce que j'aime aussi, c'est rappeler aux jeunes femmes et aux jeunes hommes que lorsqu'ils auront des enfants,
le décrochage doit être appréhendé avec attention parce que c'est pas tant le congé maternité, parce que ça, c'est rien du tout en fait. C'est après la gestion de l'enfant. Et là, je rejoins ce que disait Monsieur Doucet, je dis aux jeunes couples, sans me mêler de leur vie, n'empêche qu'il faut travailler ensemble pour que l'un et l'autre gardent un job intéressant et des perspectives, parce que quand l'enfant est là, toute la société va dire que c'est le problème de la mère. Et donc, OK, il y a une prise de conscience des jeunes générations, mais je trouve que dès le premier bébé, c'est là où on décroche, et pas tellement par le sujet de salaire, par le sujet de carrière, par le sujet que malgré tout, la femme va porter, dans le bon sens du terme, mais elle va porter aussi après les contraintes. Or, ça peut se gérer à deux. Et ça, c'est aux jeunes couples de le discuter tout de suite, à mon avis. Sur vous aviez une anecdote, je crois, Anne-Laure, sur le côté dirigeante et gestion de la crise Covid. Ah, effectivement, quand on regarde un petit peu les études, un certain nombre d'instituts, et pas que en France, ont mené des études sur la manière dont les pays ont géré la crise Covid. Et un certain nombre d'études, elles sont plusieurs, issues de plusieurs pays différents, beaucoup anglo-saxonnes, nous disent que les pays pour lesquels les femmes sont à la tête du pays ont globalement mieux géré la crise que le reste des pays. Et quand on creuse un petit peu ce qui se raconte, c'est que les femmes ont cette approche de parler d'abord de ce qu'on appelle le care, donc le soin, le lien, le social, le sanitaire, sans avoir de l'humain, le care, et sans avoir forcément le prisme du filtre économique qui passe avant. Et c'est en tout cas ce que disent ces études-là, et qui viennent nous dire que effectivement les pays avec à la tête une femme s'en sont mieux sortis que les pays pour lesquels à la tête il y a un homme. Et, je me cache derrière l'étude, hein, vous avez bien remarqué. Hein. Comment? Je me cache derrière l'étude, hein, Ouais, vous avez bien remarqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir que partout on injecte un peu de parité. On sent que les entreprises vont mieux, qu'il y a un bien-être général. Et plus que peut-être performance, c'était peut-être plus progrès social qu'il faudrait presque. Je vous vois réagir, mais non, est-ce qu'on n'est pas là-dessus? C'est-à-dire ça permet les mesures qui sont prises en faveur de la parité ou en faveur des femmes au sein d'une entreprise bénéficient de facto à l'ensemble des salariés. Et il y a une sorte de bien-être général qui se dégage. Alors moi, j'ai envie de réagir à votre propos parce que cette notion de progression sociale, pour moi, elle répond à la notion plus globale de performance durable. Du coup, j'aurais pas envie de mettre en opposition quelque part ces enjeux sociaux, sociétaux et ces enjeux économiques. Je crois même que c'est là notre meilleur argument pour que collectivement, on avance sur ces sujets, parce que l'objectif derrière de l'entreprise, c'est bien ces différents leviers économiques, sociaux, environnementaux, quels qu'ils soient. Et je crois qu'on a cette responsabilité de sortir d'une vision un petit peu simplifiée qui consisterait à penser qu'on est dans le social impérativement, uniquement quand on aborde ces questions-là. Non, la parité, c'est au service de l'innovation, de la créativité, de la performance durable. Blandine, je vous voyais réagir. Non, oui, moi, ce que je me disais juste, c'est une richesse. Je ne sais pas s'il y a plus de bien-être. Je n'oppose certainement pas en plus les hommes, les femmes. Pour moi, ce qui est la richesse, c'est la mixité. C'est peut-être une porte ouverte de dire ça, mais le vrai sujet, il est quand même là. C'est dire des hommes, des femmes qui managent, des hommes, des femmes. Ben, il y a une richesse d'approche. Et la performance, pour moi, elle est là. Oui, il y a des styles différents. Et c'est le fait de faire cohabiter ces styles. Et notamment, c'est vrai que les instances dirigeantes, c'est peut-être le plus facile, mais encore que quand on voit les stats, ça ne doit pas l'être tant que ça. Mais déjà, quand on revient sur le sujet des rôles modèles, qui est des hommes et des femmes et qui infuse aussi ce management-là, qui est un management de la diversité, c'est ça pour moi qui enrichit l'entreprise. Mathieu. Sur les modèles, il y en a quand même pas mal, hein, des femmes leaders aujourd'hui, je trouve. Hein, quand on regarde les premiers ministres, quand on regarde la Commission européenne, notre Premier ministre à nous, il y en a quand même de plus en plus. Donc ça... Anne-Laure n'est pas du tout en phase avec quand même. Est-ce que le rôle modèle féminin, c'est pas tout simplement la personne qui accepte à son humble niveau de participer à cette cause?
Tout à l'heure, Anne-Laure, vous avez cité l'exemple de cette conductrice de bus. Quelque part, à ce moment-là, auprès de votre petite fille, elle joue ce rôle modèle. Donc, on peut citer effectivement Simone Veil, etc. Je crois qu'il y a consensus autour de la contribution que ces personnalités ont pu avoir. Mais je crois que le mentoring, il faut aussi qu'on ait en tête qu'il est à tous les niveaux, quoi. Chacun à son petit niveau, auprès de tous. Et tous les jours. C'est pour ça que je disais dès le plus jeune âge. On voit des enfants qui jouent dans des crèches. Alors les petites filles, elles jouent à la dinette et les petits garçons jouent aux petites voitures. C'est terrible. C'est terrible. Donc c'est tout ça qu'il faut casser. C'est pas une image d'Épinal, ça, aujourd'hui, les choses. Non, mais je veux dire, je vais pas me faire le Alors, crédit. honnêtement, pour avoir eu encore quelques discussions avec ma fille qui est sortie de maternelle il n'y a pas si longtemps, je suis effrayée. Mais vraiment. Moi, ce que je voudrais ajouter au-delà de ça, c'est qu'il faut se méfier quand on dit, bon, en gros, on se sent arrivé, quoi. Parce que, OK, on progresse et dans certaines entreprises, ça va bien, certains conseils, ça va bien, etc. Certaines lois sont mises en place, mais attention à pas s'endormir sur nos lauriers. Et on a des exemples récents dans le monde qui montrent qu'il y a des grands retours en arrière. Alors, on parlait de Simone Veil, bon, ben voilà, vous regardez aux États-Unis ce qui se passe dans certains États. Donc, bon, il y a des choses qui peuvent bouger dans l'autre sens. Donc, je pense que voilà, il faut continuer à en parler et effectivement promouvoir les bénéfices que ça peut représenter pour notre société d'aujourd'hui et notre société de demain, parce qu'on n'est pas à l'abri de grands retours en arrière. L'année dernière, par exemple, on a fait un grand événement à Lyon avec IWS sur le sujet des femmes afghanes. Voilà, elles ont pris un recul de 25 ans en 2 minutes. Voilà, aux États-Unis, pareil sur le droit à l'avortement. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer et si on n'est pas vigilant, ben, on ne les voit pas forcément venir. Et puis, tout ce qu'on est en train de dire là peut s'écrouler comme un château de cartes. Oui, donc la vigilance est de mise. Est-ce qu'il y a un impact de la transition numérique, justement, sur cette évolution de parité, sur les types de recrutement? Est-ce que ça change quelque chose, cette révolution ou évolution numérique? Moi, alors, au niveau de l'entreprise, je ne peux pas parler pour d'autres entreprises, mais déjà, ça change tout court. Je veux dire, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on ait des hommes ou des femmes, ça change. Il faut s'adapter dans tous les domaines, le numérique, le digital, ça change la façon de gérer les entreprises et ça change aussi la façon de gérer les hommes et les femmes de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Maintenant, il faut qu'on s'adapte. Après, je pense que sur le sujet du numérique, on en revient à votre sujet de l'éducation. Il faut que voilà, il y a des écoles qui s'ouvrent aussi au niveau des femmes parce qu'il y a des femmes qui ne vont pas dans le numérique, par exemple. Ouais, je pense que ça peut être un très très bel outil. Je pense on exploite un réseau de métro au Caire qui, a priori, quand on a cette image, on ne parle pas forcément de la femme au travail. Et la réalité était telle qu'il n'y avait jamais eu de conductrice en Égypte avant notre arrivée. Dès qu'on est arrivé pour lancer cette exploitation, on a mené une énorme campagne sur les réseaux sociaux pour aller toucher les femmes en disant c'est possible, on vous attend mesdames. À l'issue de cette campagne, au bout d'un mois, on avait déjà 30 candidatures spontanées de femmes, ce qui nous a très agréablement surpris forcément. Et une certaine partie de ces femmes sont rentrées dans un processus de recrutement, de formation, parce que pour être conductrice de métro, forcément, il y a un processus de formation relativement long. Et aujourd'hui, janvier 2023, 25% des conducteurs, conductrices sur le métro du Caire sont des femmes. La directrice du centre technique est une femme. Et là, depuis ça, en fait, là où le numérique peut avoir un intérêt, c'est qu'il vient amplifier tout ce qui se passe. Donc, nous, on a attiré ces femmes grâce au numérique et elles ont amplifié ce mouvement par le numérique, par leur propre promotion. Et donc, ça ne change pas directement parce que vous avez raison, le numérique a changé notre manière de recruter, a changé les processus RH, mais néanmoins, l'utilisation que l'on peut en faire peut venir servir aussi cet intérêt-là. Ok. Je sais pas, on s'était laissé 45 pour au moins les prises de parole et puis on vous laisse laisser un petit peu de temps avec vous. Je voudrais juste que vous remerciez déjà, s'il vous plaît, les personnes qui étaient à cette table ronde.
Peut-être profiter un petit peu d'elle pour poser une ou deux questions. Il y a des micros, on va vous les faire passer. Si vous avez quelque chose à leur demander, alors soit sur leurs expériences au sein de leurs entreprises, soit sur leur vision même de la parité ou de tout ce qui est mis en place. Elles ont été claires et informatives. Donc, je ne sais pas. C'est toujours plus dur. Hein, la première question. Après, voilà, très bien. Je vais vous laisser mon micro. Bonjour, Sophie Ferreira-Le Morvan, je suis directrice RSE du groupe April. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais dans la plupart des événements auxquels j'assiste sur ces questions de la parité, on parle de l'accès aux femmes, au poste de manager, au poste de dirigeante, etc. On parle assez peu, je trouve, de l'inverse, c'est-à-dire des métiers sous-qualifiés ou peu qualifiés, quasi exclusivement féminins parfois, et du coup de la masculinisation peut-être de ces métiers-là. Donc je voulais savoir si dans vos expériences ou autres d'ailleurs dans le public, s'il y avait aussi des réflexions là-dessus. Voilà. Question ouverte. Qui veut réagir? Amandine? Oui, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure en disant effectivement dans les banques, enfin, et attention, hein, c'est pas dénigrant ce que j'ai dit, mais les conseillers particuliers vont être plus des femmes et puis après vous allez vers l'entreprise, c'est plus des hommes. Donc ce qu'on essaye avec Philippe à mes côtés, c'est quand même d'aller dire, bah, on veut aussi des hommes pour être ses parts et puis aussi des femmes dans le monde de l'entreprise. Et c'est là où je disais, on essaye d'avoir des candidatures au moins du genre qui est le moins représenté. Après, et tu le sais aussi, Elsa, sur la caisse d'épargne, comme on a eu aussi des difficultés à recruter, c'est ce qu'évoquait Laurent, on ne peut pas dire non plus qu'on est à parité et on a un petit peu quand même plus de femmes sur les métiers de ces parts 1 ou 2 que dans l'entreprise. Mais on est en train quand même de ramener ces curseurs-là. Et après, effectivement, de faire évoluer sur les managers. Mais je suis d'accord que on s'efforce, on le travaille sur la mobilité, mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ce soit un monde idéal, mais on s'y efforce. Non, mais peut-être en lien, et c'est valable du coup pour les femmes et c'est valable pour les hommes sur quelques fonctions. Je crois qu'une fois qu'on prend conscience de cette minorité potentielle, l'enjeu, effectivement, c'est la mixité. Et du coup, on doit aller chercher les personnes. Et je refais le lien là avec les femmes. On sait qu'elles se censurent. On sait qu'elles ne vont pas demander d'augmentation individuelle. On sait qu'elles ne vont pas postuler sur le job. Donc maintenant, on arrête de tourner autour du pot, on va les chercher. Et donc, sur ces postes-là que vous évoquez, bah, c'est exactement le même sujet. On sait que les hommes vont moins naturellement postuler sur ces postes. Donc, charge à nous de prendre nos responsabilités et d'aller les chercher. Et c'est précisément le sens de nos actions aujourd'hui dans le secteur bancaire sur quelques fonctions sur lesquelles historiquement on avait des taux de femmes très importants. On doit maintenant faire le job et ne plus se voiler la face en se disant oui mais pas de chance, dans les candidatures j'ai beaucoup plus d'hommes ou beaucoup plus de femmes sur d'autres postes. Non, maintenant c'est à nous de faire le pas vers elles ou vers eux. Merci pour cette réflexion. Bonjour, je suis Marie Soyer, directrice générale d'Alpetis Assurance. Et j'ai une question qui concerne la formation des femmes tout au long de la vie, puisque effectivement, il faut qu'on constitue des viviers, que parfois la formation de base n'est pas celle qui va permettre à la femme d'évoluer assez vite. Et donc, est-ce que dans vos entreprises, vous avez des expériences justement pour créer des parcours? Effectivement, j'ai parlé beaucoup de la féminisation parce qu'on a un métier assez masculin. Hein. Le groupe RATP a créé un programme qui s'appelle RATP au féminin. Et d'ailleurs, Robin l'a bien mentionné dans l'étude. Hein, on l'a vu, le fait d'accompagner, de mentorer, de donner accès à un certain nombre d'accompagnements, de coaching, etc. C'est important. Et donc, ce programme RATP Dev, RATP au féminin, il a 3 gros piliers. Un premier pilier de rôle modèle. Donc, il y a des femmes à l'intérieur de l'entreprise qui viennent se présenter leur métier pour inspirer d'autres femmes. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est cette formation qui est donnée. Ce sont beaucoup des formations autour du leadership, de la prise de parole, de la capacité à se mettre en avant, parce qu'on l'a dit, les femmes, elles sont plutôt tendance parfois à être discrètes et pas à se mettre en avant.
Donc ça, c'est le programme vraiment de formation. Et ensuite, le troisième et dernier pilier, c'est ce coaching, cet accompagnement pour faire du sur-mesure, de la dentelle en fonction et des souhaits, des capacités des potentielles candidates, mais également des besoins de l'entreprise. Nous, c'est un peu la même chose aussi. Il y a effectivement des parcours et un accompagnement possible. En fait, je pense qu'il faut ouvrir le champ des possibles. Et en fait, accompagner, que ce soit les hommes ou les femmes, mais c'est vrai que là, on parle des femmes, donc c'est important d'ouvrir le champ des possibles et de faire les liens aussi avec les grandes écoles pour faire des passerelles. Et même quelqu'un qui n'aurait pas fait des études au départ ait la capacité à le faire. Et donc, nous, pour ça, on a des accords, en fait, dans l'entreprise qui permettent des accords de temps choisis, des accords qui permettent d'obtenir des fonds au niveau d'un comité, voilà, pour pouvoir payer les études. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi bien travailler avec les syndicats pour essayer d'avoir des accords sur le sujet et que ça se passe pour que ça se passe le mieux possible. Bonjour, Philippe Azi, donc je forme de futurs cadres de la fonction RH dans une école supérieure en alternance qui est pas très loin de l'ESCA d'ailleurs, à quelques centaines de mètres, qui s'appelle l'ESEMA. Et ma question, c'est une question qui porte sur la place parmi ces politiques volontaristes qui visent à rééquilibrer la place des femmes principalement, mais aussi, on l'évoquait à l'instant, des hommes dans certaines situations professionnelles. Comment est-ce qu'on prend en compte l'évolution des genres? C'est-à-dire quel est le rapport entre parité et diversité, si on élargit un peu? Juste une anecdote, j'ai été en jury successif à 2 reprises, à quelques mois d'écart, avec un jeune candidat qui s'est présenté le premier jour en tant que candidat et qui s'est présenté à la deuxième session en tant que candidate. Et donc, la question, c'est comment vous prenez en compte aussi cette évolution sociétale au sein de vos organisations? Oui, moi j'ai 2 cas dans l'entreprise. Pour l'instant, on accompagne, mais j'allais dire essentiellement du point de vue administratif, et j'avoue qu'on ne va pas beaucoup plus loin. Mais on sent bien que c'est quelque chose. Bon, pour l'instant, on n'ose pas se positionner, hein, ou reste neutre, plutôt bienveillant, mais on sent que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Mais il se trouve que j'ai appris il y a une semaine qu'on a 2 cas dans l'entreprise qui ont demandé le changement et qu'on est donc confronté à ça. Oui. Moi, je pense que si ça arrive dans l'entreprise, enfin, je pense pas qu'on fasse grand-chose parce que, j'allais dire, on n'a pas de jugement à porter, ça touche la sphère personnelle. Donc, mais ça peut toucher des tas d'autres sujets dans la sphère personnelle. Ce qu'il faut, c'est que, voilà, moi, à mon avis, l'entreprise n'a pas à s'immiscer dans la sphère personnelle de ses salariés et à accompagner, voilà, comme tu le dis, d'un point de vue administratif, les choses. En tout cas, nous, on n'a pas été encore confrontés à cela, mais je sais que dans les écoles, il y a beaucoup de cas. Et moi, ayant 3 enfants et il y en a un qui est encore en école, je me dis, bah, faut que tu te prépares à ça parce que ça va arriver aussi dans l'entreprise. Je voudrais juste, pardon, nuancer ce que vous aviez dit tous les deux sur on accompagne administrativement, évidemment, etc. Il y a quand même un sujet majeur qui est l'accompagnement des équipes et des collaborateurs de la personne pour que la personne se sente pleinement insérée, Tout à ce fait. qui n'est pas du tout Mais évident. moi, Ce qu'on ne sait pas forcément faire aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y prépare. Mais c'est comme d'autres cas, on peut être confronté à d'autres sujets. Je ne vais pas donner des exemples. Tout le monde pense à plein d'exemples. Mais vous avez raison. Je dis souvent le poisson pourri par la tête, hein. C'est Mao Tse-tung qui dit ça. Notre attitude va aussi beaucoup colorer l'attitude des autres. Si excusez-moi, mais tu voyez, si on porte un jugement, qu'on rigole, etc., au niveau du comité de direction et qu'on le dit, ça va, voilà. Si on dit, et moi je le pense sincèrement, que ça touche la sphère personnelle, que j'ai pas apporté de jugement et que j'ai accompagné le mouvement, parce que plus les salariés sont bien dans l'entreprise, plus ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, faut suivre leur mouvement. Donc voilà, donc c'est pour ça, dans ce sens, que je dis, si notre attitude, elle est juste, simple et j'allais dire détendue par rapport à ça, ben moins il y aura, ça prêtera, voilà. Après, charge à nous d'intervenir
S'il y a irrespect, voilà, parce qu'il y a des règles dans une entreprise de respect, de bienveillance, de politesse, etc. Là, si ça dérape, bah, effectivement, on peut intervenir. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais encore une fois, j'ai pas encore beaucoup travaillé le sujet, mais c'est comme ça que je réagirais simplement. Oui, moi je rejoins. Pour moi, c'est un sujet de diversité. Et on a déployé des formations qui s'appellent Manager la diversité. Et le non négociable, c'est qu'on manage des hommes, des femmes avec différentes orientations sexuelles, avec différentes origines, etc. Et pour nous, on travaille cela avec nos managers, et y compris, vous le citiez, nos partenaires sociaux. Et ce sujet-là, il rejoindra un sujet de diversité qui vient être incrémenté finalement dans le sujet plus global de la diversité. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, Sébastien Chenot, je suis le directeur de la marque SMA, donc l'école dont parlait Philippe juste avant. On a 5 campus en France. On a à peu près 60% de jeunes femmes qui sont diplômées de chez nous. Et vous parliez d'autocensure, je l'ai mesuré l'année dernière avec une promotion de marketing com. J'ai demandé aux jeunes femmes quel métier elles voudraient viser et quel salaire. Et donc, et pareil aux hommes. Et je pense que le résultat ne va pas vous surprendre. Il y avait 4 KE d'écart entre les prestations salariales des hommes et des femmes et des postes plus à responsabilité chez les hommes que chez les femmes. Ma question, elle est simple, c'est quel conseil vous donnerez à ces jeunes femmes pour que justement elles osent prétendre au même poste que leur homologue féminin et au même salaire surtout? Merci. Alors, C'est pas ça? les conseils sont toujours, comment dire, il y a toujours un côté un peu moralisateur derrière, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Par l'exemple, il est certain qu'en entreprise, on donne les meilleurs conseils qui soient en démontrant que quand l'audace s'est révélée, elle a su fonctionner, elle a été reconnue, valorisée dans l'entreprise. Donc j'aime bien ce rapport à l'action et à l'exemple concret. Après, ça rejoint ce qui a été mis en lumière dans l'étude, c'est la notion de mentorat. Je crois qu'on est beaucoup d'entreprises aujourd'hui à avoir des structures associatives pour justement encourager cette audace auprès des femmes. Et on sait que ça va passer par de l'informel. On pourra difficilement, dans certains cas, être dans des formations collectives qui vont promouvoir ces choses-là. On a besoin de rapports beaucoup plus émotionnels pour pouvoir créer ça. Je vais prendre mon exemple personnel. Grâce à l'initiative d'IWF-Aura dont je fais partie, j'accompagne des étudiantes de l'EM Lyon. Le gros du sujet que l'on évoque ensemble, c'est ça. C'est cet accompagnement, c'est cette prise de conscience de leurs valeurs, de leurs points forts, d'arrêter de mettre en lumière que leurs axes de progrès et de leur dire que leurs chances sont les mêmes. En tout cas, il faut qu'elles aillent les chercher et qu'elles apprennent à les pitcher, à les valoriser. Mais sincèrement, on parle assez peu de compétences. On parle beaucoup de ces aptitudes dans la prise de risque et dans l'audace. Et je crois que c'est tout le sens du mentorat. Évoqué, donc vous êtes dans une boîte de formation, c'est dès ce moment, puisque vous voyez qu'entre vos étudiants, il y a une différence, il y a peut-être une formation à mettre sur oser négocier un salaire et les stéréotypes à mettre en œuvre avec vos étudiants. Après, il y a ce que tu évoques, voilà, je sais qu'avec Claire, donc présidente de l'Aura des femmes, c'est pareil, on a mis en place oser négocier vos salaires, mais puisque vous les avez, si je puis dire, quasiment au berceau ou très jeunes, commencez dès à présent. Et puis, vous nous les enverrez et nous, on continuera le job, en fait. Bonjour, je m'appelle Anaïs Abjean, je suis présidente du centre culturel CCO La Rayonne. L'échange qu'on a là depuis le début, moi, m'interroge beaucoup sur aussi nos critères à nous tous, collectivement, hommes, femmes et autres, sur finalement, c'est quoi nos critères de motivation, c'est quoi nos critères d'audace, c'est quoi notre critère de partage des temps, vie professionnelle, vie personnelle. En fait, on a quand même des critères, si on les réinterroge pas, c'est pas sûr qu'on y arrivera un jour, quoi. Si avoir de l'audace, c'est être le mieux payé ou avoir la plus grosse voiture, si avoir la meilleure motivation, c'est se promouvoir individuellement, si le partage des temps et la motivation, c'est de travailler le plus tard possible, d'accepter toutes les réunions à 19h30 et d'être à 6h30 sur ses mails, ben, en fait, je pense quand même que les échanges qu'on a là sur la parité, ça doit nous réinterroger sur la question du travail et de se dire, mais finalement, comment les enjeux qu'on traverse là sur la parité, la place des femmes, le rôle d'un homme, etc., en quoi ça vient percuter notre représentation du travail et notre manière concrètement de la mettre en œuvre. Et
Ça quand même, si on ne le fait pas, on n'aura toujours passé que la moitié du gué, à mon sens. Peut-être, moi, je vais réagir à ce point. Je pense qu'il y a un second débat, en fait, autour de cette question-là, qui est presque sociétal. C'est effectivement se réinterroger sur la place du travail. Et tant les hommes que les femmes ont beaucoup fait évoluer leurs repères en la matière. Quand on parle aujourd'hui de mentoring ou du développement de l'audace, effectivement, le premier point, c'est de savoir quels sont les leviers de motivation de la personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de se lever le matin? Comment est-ce qu'elle perçoit sa journée? Quels sont ses rêves à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans? Et donc là, ça nous réinterroge effectivement en tant qu'employeur, en tant que collègue, en tant qu'ami, proche, famille, etc., de qu'est-ce qui est l'attente de l'autre. Mais je crois que le débat, il est infiniment plus large sur la place que la société met dans le travail, dans le loisir, dans tout ça. Et on voit bien, et je ne sais pas si vous connaissez Juliette Funès, qui aborde beaucoup ces questions-là, et qui est assez passionnante en la matière, et qui réinterroge complètement ça. Et on voit bien que dans le même temps qu'on interroge la notion de parité, si on n'interroge pas notre rapport au travail, effectivement, on ne va pas avancer dans le bon sens. Et il me semble que notre responsabilité, c'est de ne pas faire les questions et les réponses, de poser les questions. Et une fois qu'on est à l'écoute de ces réponses, on s'est orienté vers la personne et vers ce qu'elle définit comme étant son audace. Parfait, merci pour cette réponse. Ça fera l'objet de la prochaine table ronde, là, dans 1 heure, dans 4 heures. Vous êtes tous conviés, bien sûr. Bon, je voudrais vous remercier en tout cas d'avoir participé à cet échange. Remercier les speakers, bien entendu, les organisateurs. Que vous le sachiez, donc il y a un petit moment, vous avez le choix. Soit vous poursuivez les discussions à l'extérieur autour d'un petit café networking, soit vous pouvez rester dans la salle et assister au petit film de présentation des 20 startups qui ont pitché. Donc, ça sera diffusé ici. Donc, vous êtes libre de poursuivre les discussions à l'extérieur ou de suivre le film. Merci en tout cas d'avoir participé. Les assises de la parité, cette année, sont donc sous le thème de la transformation. Transformation parce que nous sommes dans un monde qui bouge, dans un monde où on ne peut absolument pas exclure 52% de la population. Je veux parler des femmes. On voit que la parité, c'est un sujet qui peut avoir un effet domino sur tout un ensemble de sujets économiques. N'oublions pas que la parité, c'est surtout encore et toujours de la performance. La parité est aujourd'hui un objectif à atteindre et pas une option. Cette égalité, elle doit se décliner dans toutes les sphères de la société. Il est important que l'entreprise adhère à ce pacte. Et je remercie toutes les entreprises ici présentes de s'inscrire dans cette direction. Quand on arrive au sein de ces assises, on sent qu'il y a de l'échange, il y a de la confrontation d'idées. Je souhaiterais vraiment que dans les mois à venir, le dialogue social porte sur ce sujet-là. Ce n'est pas seulement une question morale, d'humanité, de solidarité. C'est une question de profitabilité. Les entreprises qui ont plus de femmes en top sont plus profitables, sont plus innovantes. Je crois que c'est important que nous ayons régulièrement des rendez-vous qui soient à l'initiative de réseaux, d'entreprises, d'institutions publiques pour conjuguer nos bonnes pratiques et avoir une vision pour demain. Ça donne des idées qui vont nous permettre demain d'avoir un fonctionnement complètement paritaire. Paritaire dans les recrutements, paritaire dans les effectifs, paritaire dans les responsabilités. Je trouve que les assises de la parité, de manière très intense, elles vont aborder toutes les transformations encore nécessaires. Et donc même pour les intervenants, c'est toujours un appel et un rappel de ce qui est important. C'est vraiment de faire prendre conscience que la place de la femme n'est pas suffisamment respectée, évidemment dans le milieu de l'entreprise, mais aussi dans le milieu sportif. Et c'est important que dans ces lieux de pouvoir, la parole des femmes soit entendue. C'est un sujet sociétal et le fait que les ministères économiques et financiers puissent accueillir ce bel événement, je trouve que c'était fantastique. Les femmes ont du talent, elles ont des compétences, elles ont des capacités. Et en ces temps de mutation extrêmement importants, il faut leur donner la place qu'elles méritent. Vous avez vu les intervenants, la qualité, l'ambition, l'engouement qu'il y a sur ce sujet. Eh bien, cette impulsion, elle doit être nationale et c'est tout ce que j'ai vu dans ce magnifique sommet.
Tremplin de start-up, c'est une compétition de start-up. Bien évidemment, c'est pour soutenir la parité dans l'entrepreneuriat. Chacun avait un coup de cœur, mais on a réussi à faire émerger les gagnants de grande qualité. Je viens de gagner le meilleur des prix, je crois, c'est le coup de cœur du jury. Je pense que les retombées au niveau de la visibilité, en tout cas, seront très intéressantes. Je pense que ça va nous apporter pas mal de choses, de la visibilité, notamment auprès des financeurs, de fonds d'investissement, de business angels. En fait, l'objectif majeur, c'est de mettre en valeur aussi notre entreprise, montrer qu'on est engagé à la fois sur le plan environnemental, mais aussi c'est une notion sociale, et donc ça, c'est important. Je crois qu'il y a une très belle participation. J'espère que ça va avoir de l'impact, surtout que ça va donner des idées. Si j'avais un dernier message, c'est engagez-vous, c'est pour vous, c'est pour tout le monde et c'est pour les générations à venir. Les assises de la parité 2023 ont été assez exceptionnelles à tous les niveaux. Et ce n'est que le début puisque l'association internationale Women's Forum va, à la suite de ces assises de la parité, tout au long de l'année, continuer à accompagner ces entreprises et ces institutions pour aller plus loin en matière de parité. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir.